on est une petite association qui s'appelle Systemoun. C'est une association qui est indépendante de toute institution, mais qui est hébergée à l'hôpital de Saint-Sevé. Alors, si vous voulez bien, je vais la présenter brièvement. Donc, c'est une association de thérapie familiale qui cherche à promouvoir le modèle systémique et à le diffuser par le biais de formations ou de conférences. Dans les Landes, c'est une petite antenne locale systémique, on peut dire. Comme vous le voyez sur la photo, on se réunit environ une fois par mois et on essaie d'améliorer notre savoir-faire systémique dans un travail d'intervision. Par ailleurs, on a une chaîne YouTube, pour ceux que ça intéresse, où vous pourrez d'ailleurs retrouver les conférences du colloque que nous avions organisé en 2019. En fait, c'est le deuxième colloque que nous organisons. Et par ailleurs, nous éditons un petit livre de 250 pages quand même, à compte d'auteur, manuel de systémie clinique, donc qui a repris beaucoup de choses qu'on avait fait ensemble au cours de nos réunions associatives. Donc vous pouvez vous procurer ce livre, si ça vous intéresse, pendant les pauses. Alors on va démarrer tout de suite. Donc le thème de cette année pour notre colloque est la famille à l'épreuve du soin. Alors c'est mon ami Emmanuel, que vous aurez la chance d'entendre cet après-midi, qui m'a suggéré l'idée de ce titre. Alors le soin est-il une épreuve ? Eh ben, on aura la journée pour y répondre. En tout cas, la maladie en est une, et la maladie chronique et le handicap en particulier. C'est une épreuve non seulement pour le malade, mais aussi pour ses proches, et c'est ce fil rouge qui nous guidera dans nos réflexions. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médecin, ça fait 20 ans que je fais de la gériatrie, ça fait une dizaine d'années que je me suis spécialisé dans les maladies neurocognitives du vieillissement, et ça fait également, on va dire, une dizaine d'années que j'essaie de travailler et de regarder la réalité selon le modèle systémique, puisque je m'y suis formé. Alors ce que je constate personnellement, et je ne suis vraiment pas là pour délivrer un message politique, c'est que je vois de plus en plus de familles arriver en consultation ou en hospitalisation avec des niveaux de souffrance extrêmement élevés. C'est de plus en plus prégnant, et il y a ce sentiment désagréable et tenace que les familles ne sont pas toujours accompagnées comme elles le devraient. Alors il s'agit en ce qui me concerne des familles confrontées à la maladie d'Alzheimer. Alors si j'ai largement fait évoluer ma pratique vers une structuration plus importante de l'accompagnement des familles, je m'aperçois que mes efforts restent assez confidentiels quand même, car je navigue dans une institution médicale dont ce n'est pas, on va dire, la préoccupation. Alors quand je dis ça, je ne parle pas de mon petit hôpital de Saint-Sevé que j'adore et qui, je pense, fait beaucoup d'efforts dans ce domaine, mais je parle de l'institution hospitalière de manière générale, qui est amené à traverser le patient et leur famille, les patients et leur famille. Donc, quelle place donnons-nous aux familles confrontées à la maladie et que pouvons-nous améliorer ? Avons-nous à notre disposition le modèle adéquat ? Et le modèle systémique peut-il nous y aider ? Alors, ce que je vous propose en guise de conférence de présentation de ce colloque, c'est d'exposer un cadre général, on va dire intégré, pour nous aider à penser les maladies chroniques. Alors je vais m'appuyer sur une modélisation assez simple pour ouvrir le colloque aux réflexions qui vont suivre, puisque nous allons entendre différents intervenants avec des témoignages, des histoires en lien avec des maladies chroniques ou des handicaps. Alors évidemment, il est impossible de couvrir toutes les formes de maladies chroniques existantes, mais il y en a certes, je pense qu'il y a des points communs ou des éléments de réflexion et d'amélioration à puiser dans l'expérience de chacun. Alors on va démarrer. Tout bien portant est un malade qui s'ignore. Vous connaissez cette formule du docteur Knock, qui ne croyait pas si bien dire. Heidegger, du haut de son savoir philosophique, philosophe allemand très connu aussi, disait que l'homme est un être vers la mort. Ce que tout le monde sait, mais on n'y pense pas tous les matins en se rasant ou en se maquillant. Et avant cela, on pourrait rétorquer à Heidegger que l'homme est un être vers la maladie. La santé est un luxe, disait encore Canguilhem, c'est le luxe de tomber malade et de s'en relever. Retenons cette formule, la santé, c'est le luxe de tomber malade et de s'en relever.
Luxe donc, la santé, car c'est un réservoir des possibles en fait. Hein. C'est une capacité d'adaptation aux variations du milieu, ce qui va plaire aux systémiciens, hein, pour lesquels souplesse adaptative est toujours synonyme de bien-être, alors que les rigidités, surtout lorsqu'elles sont relationnelles, font le lit de la pathologie. Alors il arrive tôt ou tard, hein, dans toutes les familles, qu'un individu soit frappé par cette incapacité adaptative caractéristique de la maladie. Ce Covid me donne des courbatures et de la fièvre et m'empêche d'aller travailler. C'est bénin et c'est transitoire, je ne m'en formalise pas. Enfin, si je ne suis pas pris par l'angoisse diffusée par les médias, nous tombons tous malades et nous guérissons tous de nos maladies. Enfin, généralement. Mais que se passe-t-il si une pathologie plus coriace et durable que les autres s'installe de manière définitive, s'accompagne d'un handicap irréversible, voire même nous menace de mort? Les maladies handicapantes frappent au hasard, partout et tout le temps, et cela ne concerne pas seulement, même s'ils sont les premiers concernés, les individus âgés. Le trouble peut surgir à n'importe quel moment du cycle de la vie, chez un enfant, un adolescent, un jeune adulte, ou un individu d'âge mûr. On peut même naître avec une maladie ou un handicap. Je rappelle par exemple, et l'équipe du SAMSA nous en parlera cet après-midi mieux que moi, que les traumatismes crâniens provoquent dans notre pays des handicaps souvent invisibles chez 1,2 million de personnes. C'est la première cause de handicap acquis chez les adultes en âge de travailler, le pic de fréquence se situant entre 15 et 30 ans. Alors on imagine comment ces accidents peuvent affecter les liens dans les familles, tout comme les espoirs, hein, et les projets partagés. Aujourd'hui, en France, 40% des personnes de plus de 16 ans déclarent avoir une maladie ou un problème de santé chronique. Alors c'est du déclaratif, hein, et ça ne préjuge en rien de la gravité des troubles, mais c'est assez considérable. Et le problème de la maladie chronique ne va faire que croître à l'avenir, et le contexte évolutif de nos sociétés ne facilite pas la tâche des familles. Avec la survie prolongée des porteurs de maladies chroniques, la pression sur les familles pour fournir des soins augmente. En 1970, il y avait potentiellement 21 aidants familiaux pour chaque personne malade. En 2010, il n'y en avait plus que 7, c'est les statistiques ça. Hein. Et ce ratio d'aidants devrait encore tomber, diminuer, pour atteindre 4 pour 1 en 2030 et 3 pour 1 d'ici 2050. Donc de nombreux facteurs sont en cause, notamment la baisse de la natalité, des réseaux familiaux de plus en plus restreints et plus contraignants à leur sommet, avec des membres plus âgés que de jeunes. La pyramide des familles ressemble à la pyramide des âges aujourd'hui. Dans le temps, il y avait des fratries élargies et peu d'adultes pour s'en occuper, les parents ou les grands-parents étant décédés. De nos jours, nous avons des fratries restreintes et beaucoup d'adultes, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, beaux-parents, etc. Il y a aussi la dispersion géographique des familles, hein, difficile de faire des grands repas de famille tous les dimanches, comme sur la photo. Et la plupart des femmes sont sur le marché du travail et doivent jongler entre les exigences d'un emploi et l'éducation de leurs enfants. Elles ne sont donc plus en mesure de remplir un rôle d'aidant familial non rémunéré, hein, comme c'était le cas par le passé. Bref, tout ceci pose la nature du problème et justifie nos échanges d'aujourd'hui autour des questions de la maladie chronique et du handicap. Alors, ce qui vient encore complexifier les choses, je n'ose pas dire aggraver les choses, mais on pourra en débattre, hein, c'est que notre système de santé reste très largement organisé pour répondre aux maladies aiguës. Nous avons organisé les choses de manière très dense, hein, pour répondre à l'urgence, avec un numéro dédié, un système de secours puissant, des services d'accueil ouverts 24 heures sur 24, enfin, ça commence à aller un petit peu mal aussi de ce côté-là. Tout ceci est très bon et nécessaire pour répondre aux premières heures et aux premiers jours des situations médicales graves, mais passé la phase aiguë, quand une chronicité plus ou moins lourde s'installe, on peut craindre que le système d'accompagnement ne s'effiloche, laissant les patients et leurs familles livrés à eux-mêmes. Alors notre système de santé a-t-il bien été pensé pour accompagner au mieux les maladies chroniques ? Je laisse la question en suspens.
Alors mon propos, évidemment, n'est pas de faire le procès de notre système de soins. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont on pourrait englober nos accompagnements de la maladie chronique en y intégrant les familles. Dans les situations aiguës, comme je le disais, la priorité est donnée dans notre système de santé aux meilleurs soins biomédicaux. On met le paquet là-dessus. Les demandes familiales peuvent être très élevées quand il y a une urgence médicale. Mais, comme c'est limité dans le temps, on pense qu'on n'a pas forcément besoin de s'en occuper spécifiquement. On peut comparer ça aux parents privés de sommeil par le nourrisson qui pleure. On sait que cela va finir par se résoudre, ce qui aide à supporter les événements et à garder une attitude positive. C'est un mauvais moment à passer. Comme on dit, en revanche, dans les maladies chroniques et du handicap, les ambiguïtés et les incertitudes se prolongent de façon indéfinie, cela ne s'arrête jamais, avec souvent la crainte que la maladie ne s'aggrave ou même qu'elle entraîne un décès. Donc avec le temps, les tensions accumulées finissent par peser sur l'unité familiale. Comment faire dès lors et quel accompagnement proposer? Alors il existe de multiples preuves scientifiques des liens qui existent entre ce qui se passe dans les familles, la santé et la maladie physique. L'utilité des approches impliquant les familles dans l'accompagnement des maladies chroniques a fait ses preuves dans des domaines spécifiques, par exemple dans le cadre du diabète ou dans le cadre de l'asthme infantile. Et une revue spécialisée sur ces questions a même vu le jour aux États-Unis en 1983, et elle se nomme Families, Systems and Health, en bonne prononciation. Alors le premier écueil, selon moi, avec les familles, il faut éviter le piège de la pathologisation, dans lequel certains soignants parfois peuvent tomber, sans doute parce qu'ils sont influencés par une longue tradition du trouble psychosomatique, vous savez, réputé provoqué par des processus dysfonctionnels intrafamiliaux. Alors cette façon de voir tend à surpathologiser les familles et à les désigner comme familles nocives, susceptibles d'aggraver ou d'exacerber les symptômes du patient. Les modèles classiques en psychiatrie ou en psychothérapie tendent à se centrer sur le patient et à reléguer les familles au second plan. Il nous faut donc sortir de la vision des familles dysfonctionnelles, les seules que l'on a l'impression de voir parfois, parce que je pense que ce sont elles qui nous bousculent, pour s'adresser à toutes les familles, même dites normales. Non seulement il ne faut pas voir les familles comme des entités qui nous gênent, mais il faut en plus sortir de la vision romantique que toutes les familles normales, silencieuses, j'ai envie de dire, pas embêtantes, vont s'en sortir par elles-mêmes, comme si elles allaient toujours surmonter l'épreuve de la maladie et du handicap grâce à leurs ressources propres. Ce sera vrai si elles sont réellement accompagnées dans ce processus. Et c'est la raison pour laquelle il existe aujourd'hui une nécessité de s'appuyer sur un modèle d'accompagnement généraliste pour toutes les familles confrontées à la maladie chronique. Alors des modèles existent. Il y en a un qui a été développé par un auteur américain que personnellement j'aime beaucoup et qui se nomme John Rowland. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de lui. Il a écrit un livre remarquable, malheureusement non traduit en français. Alors s'il y a des éditeurs, je leur lance un appel. Traduisez ce livre, qui se nomme Helping Couples and Families Navigate Illness and Disability. Alors, traduit en bon français, aider les couples et les familles à affronter la maladie et le handicap. Alors je vais vous présenter ça. La première chose à faire pour nous tous soignants est sans doute de se mettre dans la disposition d'esprit, je dis bien d'esprit, de vouloir accompagner les familles. Il faut un acte de volonté et organiser son contexte de travail pour pouvoir le faire. Il faut aussi se former aux thérapies familiales, c'est un conseil que je donne à tout le monde, être à l'aise avec ces concepts et apprendre à mener des entretiens avec les familles, ce qui n'est pas forcément évident si on n'a pas un petit peu l'habitude de ça. Alors je ne vais pas détailler ici tous les freins que les institutions essentiellement centrées sur le patient peuvent mettre à cette démarche, mais le principe est le suivant: passer d'une focalisation étroite sur le patient à un modèle qui va intégrer la famille et les systèmes de soins. Tout ça dans le même ensemble. Donc Rowland nomme cela la systémique familiale des maladies, Family Systems Illness. McDaniel parle de son côté d'unité familiale liée à la santé. C'est une formule que j'aime beaucoup.
Dit autrement, il faut inclure tous les membres et toutes les relations affectées par les enjeux de la maladie, ainsi que les partenaires qui pourraient être aidants dans les soins. Par exemple, le modèle va prendre en compte l'impact sur les frères et sœurs d'un enfant malade ou sur les liens du couple lorsque l'un des deux conjoints dispense des soins à l'un de ses proches âgés. D'un point de vue systémique, un modèle psychosocial efficace doit tenir compte de l'impact de la maladie sur le réseau familial, qui à son tour peut influer sur l'évolution de la maladie et le bien-être de la personne concernée. Donc les cliniciens doivent être partie prenante de la formalisation de toute intervention auprès des familles. L'application à la santé de cette idée a conduit à diverses descriptions d'un triangle fonctionnel essentiel dans lequel le patient, sa famille et les équipes de soins sont considérés comme un système. Alors il y a le patient au centre, bien sûr, la maladie dont il est porteur au sommet, et la famille, et les professionnels de santé à la base du triangle. Tous ces éléments ont une égale importance. Alors n'ayant pas le temps de tout développer, ce qui est l'objet de l'intégralité du livre de John Rolland, je vais me centrer, puisque je suis médecin, sur les aspects de typologie et de phase de la maladie chronique, car ces éléments jouent un rôle déterminant dans l'impact que la maladie va avoir sur la triade patient, famille, professionnel. Nous allons analyser les effets systémiques de la maladie, car il y en a, selon certaines de ses caractéristiques propres. Alors la classification standard des maladies, utilisée dans le champ de la médecine, est basée sur des critères purement biologiques, regroupés de manière à établir un diagnostic médical et un protocole de traitement. C'est ce que l'on retrouve dans tous les bouquins de médecine. Mais évidemment, cette classification ne tient aucun compte du vécu psychosocial des patients et de leurs familles. Donc le souhait de John Rolland, sur lequel je me base ici, est de mieux relier monde biologique et aspects psychosociaux afin de clarifier la relation qui existe entre la maladie chronique, le handicap et la famille. Alors pour cela, il distingue 5 variables significatives. Alors ne vous laissez pas impressionner par le schéma, on va le détailler. Pour toute maladie chronique, il y a un type de début, d'évolution, d'issue, de nature et de degré du handicap et de niveau d'incertitude. Alors ce sont ces variables qui vont avoir le plus d'influence sur ce qui se passe au niveau systémique pour les familles. Alors on va détailler un petit peu. Le type de début, alors il peut être aigu ou graduel. Alors s'il est aigu, il va brutalement faire effraction, comme dans le cas d'un trauma crânien ou encore d'un AVC, d'un infarctus du myocarde. Quand c'est aigu, il faut mobiliser des ressources familiales majeures sur un temps court et avoir des facultés adaptatives élevées. L'impact émotionnel est très fort dès le départ. Quand le début est graduel, voire insidieux, comme on dit, les symptômes peuvent passer inaperçus plus longtemps et l'établissement du diagnostic est un point de repère déterminant dans ce cas-là. Alors ce second scénario paraît moins violent pour les familles, mais cela n'en est pas moins angoissant car l'établissement du diagnostic peut être long, voire devenir un parcours du combattant, selon les maladies à diagnostiquer. Et j'ai envie de dire, selon les réseaux auxquels on s'adresse. Moi qui m'occupe spécifiquement de patients ayant des maladies neurodégénératives, je peux vous dire que de nombreuses familles viennent me voir alors que les troubles sont visibles depuis très longtemps, voire même sont devenus sévères, mais sans avoir jamais reçu de diagnostic clair. Pour les maladies à début graduel, l'adaptation au trouble est plus étalée dans le temps, ce qui peut s'avérer plus facile, à condition, me semble-t-il, d'être au clair avec ce à quoi on a affaire. L'évolution, alors elle peut être progressive, stable ou cyclique. Dans les atteintes progressives, le handicap s'aggrave au fil du temps. Les périodes de répit sont rares, ce qui nécessite une adaptation perpétuelle où une modification des rôles devient nécessaire. Par exemple, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, je m'excuse, je vais souvent puiser mes exemples là, mais on voit aussi ça dans les cancers incurables, dans la polyarthrite rhumatoïde, dans l'emphysème du poumon, quelques exemples de pathologies évolutives. Alors la difficulté réside dans le fait de ne pas pouvoir s'installer dans un stade particulier. La progression entraîne une pression croissante sur les aidants qui doivent toujours accomplir de nouvelles tâches au risque de l'épuisement.
Dès lors, la flexibilité dans les familles et la capacité à consentir, à utiliser les ressources externes est cruciale. Il faut avoir conscience des limites que peuvent atteindre les familles, limites qui vont entraîner des transformations profondes. C'est ce que les systémiciens connaissent à travers les changements de second ordre, où le système, tel qu'il existait par le passé, doit se transformer pour devenir autre. L'idéal de soins des familles peut être durement éprouvé, car malgré les efforts mis en place, tout va de mal en pis, l'évolution sera plus ou moins rapide. Une évolution lente nécessite de l'endurance, une évolution rapide des capacités adaptatives élevées. Donc tout ceci plaide, on est sur les maladies à évolution progressive, pour un suivi régulier et sans limite de temps par les professionnels. Dans le cas d'une affection à évolution stable, la survenue d'un événement initial, tel qu'un problème cardiaque ponctuel, une lésion de la moelle épinière ou un traumatisme crânien, est suivie d'une trajectoire organique stable. En général, après une période initiale de récupération, l'affection se caractérise par un déficit bien défini, tel qu'une paraplégie, une perte de la parole ou une déficience cognitive. Alors même si des récidives ne sont pas exclues, la famille est plutôt confrontée à un déficit permanent. Malgré un stress élevé, une reprise de la vie normale est peut-être possible si la famille arrive à assimiler le handicap. Enfin, comme dernier type d'évolution, il y a les maladies à évolution cyclique, par exemple la sclérose en plaques, les cancers en rémission, les pathologies discales vertébrales, qui peuvent se réveiller à tout moment, et après on est bloqué au lit, l'asthme, les migraines, les maladies inflammatoires de l'intestin, quelques exemples. Alors ces maladies alternent poussée et rémission. Ce sont les périodes de transition qui mettent les familles à rude épreuve en fait, car elles sont souvent imprévisibles, donc on passe brutalement d'un état stable à un état instable où il faut se réadapter du jour au lendemain. On doit donc tout le temps rester sur le qui-vive, ce n'est pas forcément grave d'un point de vue organique, mais très invalidant au plan psychosocial. Il est important de s'enquérir de ce que la famille a compris de ces phénomènes évolutifs et comment les professionnels ont communiqué sur ces questions. Parfois, les informations étaient contradictoires ou des informations n'ont été données qu'à certains membres de la famille, ce qui peut créer des écarts de perception et générer un désarroi considérable. L'issue de la maladie chronique, alors il y a les maladies fatales à plus ou moins long terme, comme les cancers métastatiques, la chorée de Huntington, la maladie de Charcot, dont nous parlera Ividore, je pense, après, les maladies susceptibles de raccourcir la vie, la mucoviscidose, le diabète, les maladies cardiovasculaires, et celles susceptibles d'entraîner une mort subite, l'hémophilie par exemple, les récidives d'AVC, etc. Alors au niveau familial, il y a la question de la perte anticipée et de toutes les émotions négatives qui s'y associent. Quand la perte est moins certaine, les opinions familiales peuvent diverger. Il est très important de travailler sur ces questions, de savoir où en est la famille en termes d'information, quels sont les points de déni, les modes de communication autour de la perte et les différences de perception. Les familles doivent pouvoir exprimer leurs craintes, même s'il faut dissocier la situation actuelle d'une perspective plus lointaine, évidemment. Le handicap, donc il y a différents niveaux de handicap, ça va de léger à sévère, mais aussi différentes sortes de handicap. Il y a les handicaps cognitifs, sensoriels, physiques, fonctionnels quand un organe dysfonctionne, par exemple dans une insuffisance respiratoire, esthétiques qui défigurent, et les handicaps qui entraînent une stigmatisation sociale, comme le sida, les maladies psychiatriques. En règle générale, les familles ont le plus grand mal à définir des attentes réalistes en matière de rôle, tant dans le cas des maladies légèrement invalidantes, où les exigences sont très ambiguës, que dans celui des maladies les plus sévèrement invalidantes, en raison de l'ampleur des changements nécessaires. Donc des consultations précoces axées sur la psychoéducation aident les familles à développer des attentes réalistes et orienter leur organisation et leur gestion quotidienne. Alors comme on le voit, la combinaison du mode de début, d'évolution, d'issue et de degré de handicap va générer une matrice psychosociale spécifique qu'il est important de connaître car elle va entraîner des contraintes qui varient selon les cas pour les familles.
Cependant, il y a la difficile question de l'incertitude et de son accompagnement familial. C'est une sorte de méta-caractéristique de toutes les maladies. C'est l'une des choses les plus difficiles à appréhender, car plus il y a d'incertitude, plus il faut faire preuve de souplesse adaptative, ce qui peut vite devenir épuisant. L'imprévisibilité peut concerner l'apparition, l'évolution, le degré de handicap et d'issue, mais aussi la cadence à laquelle se produisent les changements. Par exemple, si la maladie d'Alzheimer a une fin bien définie, le chemin pour y parvenir peut être très aléatoire d'une personne à l'autre. Ainsi, les cliniciens doivent trouver un compromis entre la nécessité de fournir un grand nombre d'informations sur d'éventuelles complications futures et celle d'apaiser les craintes en communiquant des explications utiles, non désespérantes, pour affronter l'incertitude. Alors, il existe d'autres attributs importants dans les maladies chroniques, alors qui ne sont pas précisés sur ce schéma. La visibilité peut entraîner une forme de stigmatisation. Inversement, l'invisibilité, une ambiguïté relationnelle, où il est facile de nier ou de minorer la maladie au quotidien. La fréquence et l'intensité des symptômes, la probabilité et la gravité des situations de crise, et le rôle de la génétique. Alors Eva nous en parlera un petit peu plus tard. En outre, la complexité, la fréquence et l'efficacité d'un traitement et la quantité de soins à domicile ou en milieu hospitalier peut varier considérablement d'un trouble à l'autre. Donc ces facteurs ont des répercussions importantes sur l'adaptation de l'individu et de sa famille. Et puis il y a le coût financier de tout ceci. Enfin, il y a la question de l'âge de début de la maladie en relation avec les phases de développement de la famille. C'est un facteur primordial. Les exigences psychosociales d'un trouble ne peuvent être comprises que par rapport aux autres enjeux de développement de chaque individu et de la famille dans son ensemble. Pour finir sur ce point, je m'excuse, j'étais un petit peu long, il est capital que les professionnels de santé puissent partager la même vision de la maladie que la famille. Il existe souvent des décalages qui peuvent se creuser au fil du temps. Je vais vous donner un exemple que donne John Rolland dans son livre. Il raconte l'histoire d'une jeune kinésithérapeute qui avait déclaré un asthme sévère. Alors, elle fut orientée avec son mari vers une consultation familiale en raison de l'aggravation des conflits conjugaux après le diagnostic. Le couple se disputait principalement à propos des symptômes pour déterminer ce qui était réellement dû à la maladie et ce qui ne l'était pas. Comme les crises d'asthme semblaient se manifester de façon brutale, le mari avait l'impression que sa femme utilisait sa maladie comme prétexte pour éviter tout ce qu'elle ne voulait pas faire. Vous allez me dire, c'était un homme. Dans cette affaire, chaque partenaire avait un niveau de compréhension différent de l'asthme. Le mari ne comprenait manifestement pas grand-chose à cette maladie et avait délégué toutes les discussions sur l'asthme à sa femme et à son médecin. Une consultation impliquant les deux partenaires avait été omise au moment du diagnostic et était désormais nécessaire pour mieux expliquer la maladie et encourager des soins tenant compte des enjeux de la vie du couple, évidemment. Seconde dimension du modèle psychosocial de John Rolland, concernant les maladies chroniques, les phases temporelles. Alors trop souvent, on aborde les maladies chroniques comme s'il s'agissait de situations statiques. Il faut comprendre la maladie chronique comme un processus continu, avec des points de repère, des transitions et des exigences de changement. Alors, les systémiciens connaissent bien la notion de cycle de vie dans les familles. Eh bien, la maladie chronique possède aussi son propre cycle évolutif. L'histoire naturelle des maladies chroniques peut être modélisée en 3 temps: la crise initiale, la période de chronicité et puis la phase terminale. On va détailler un petit peu là aussi. La phase initiale, elle comprend 3 temps. La période symptomatique précédant le diagnostic, période plus ou moins longue, je l'ai déjà dit. Le moment du diagnostic en lui-même, puis la période d'ajustement avec la mise en place du programme de traitement. Alors, quelle que soit la manière dont le processus commence, les familles ont un grand besoin d'être rassurées sur le fait qu'elles font ce qu'il faut. Elles ne disposent que d'une vague représentation
psychosociale des choses, voire d'aucune. Donc cette période initiale est souvent un moment de vulnérabilité et d'incertitude insoutenable. Le premier problème pour les familles est de décider de la répartition et de la planification des tâches à effectuer. Deux choses sont particulièrement importantes. Premièrement, une approche systémique aidera les familles à mieux se concevoir comme une seule et même unité fonctionnelle. Le fait de se considérer elles-mêmes avec le problème de santé auquel elles sont confrontées, dans une optique systémique, fournit un contexte d'organisation aux familles qui favorise leur autonomie et leur efficacité. Bref, dès le début, je parle des soignants là, il ne faut pas rester focalisé sur le malade, mais sur le malade et sa famille. Deuxièmement, les membres de la famille doivent acquérir une compréhension psychosociale de la maladie, dans un langage systémique également. Ils doivent être initiés à la notion d'évolution des troubles, en intégrant les exigences associées à chaque phase. Et elles doivent s'acquitter de quelques obligations communes. La première, apprendre à composer avec tout symptôme ou handicap. Deuxièmement, s'adapter à différents environnements sanitaires, ce qui est tout un travail. Par exemple, un hôpital, une clinique. Il faut s'adapter aux procédures de traitement et établir des relations de collaboration fructueuses avec les équipes soignantes. Donc tout cela se construit de façon active et c'est aux soignants d'en être le moteur. Le cadrage initial de la maladie par les professionnels est fondamental, c'est-à-dire les premières rencontres et les conseils donnés au moment du diagnostic. Alors les cliniciens doivent être particulièrement attentifs à la manière dont ils interagissent avec les familles et être conscients des messages qu'ils envoient à travers leur attitude. Même l'analogie, chère aux systémiciens, compte beaucoup. Ce que les cliniciens disent réellement, ne disent pas ou ne mentionnent pas explicitement sur la nature de la maladie et son pronostic a beaucoup de poids. Écarter certaines personnes des entretiens initiaux peut être interprété comme un signal sur la manière dont la famille doit désormais planifier sa manière de communiquer avec les autres sur la maladie. Il faut éviter de mettre à distance la famille en l'accusant d'avoir trop tardé à venir consulter. Et il faut aussi éviter de lui reprocher une mauvaise hygiène de vie à la source du trouble. Il est très important également de s'enquérir du vécu passé des familles avec les soignants qu'elles ont croisés antérieurement. C'est quelque chose que je fais toujours. Si cela s'est mal passé, vous savez que gagner leur confiance va être plus difficile. Et puis, important de savoir aussi si elles ont été marquées par d'autres pathologies chroniques dans leur histoire familiale au cours des générations précédentes, avec de possibles distorsions, vécus traumatiques, voire de véritables mythes autour des maladies. La question du passage à la chronicité ensuite est cruciale. Pour certaines maladies, le basculement vers la chronicité reste longtemps ambigu. Et il est important de pouvoir accompagner ce basculement. En effet, s'il n'y a pas de guérison passé la phase de crise initiale, il faut envisager des réorganisations. Qui s'occupera du malade au long cours? Comment l'aidant principal sera-t-il désigné? Quel impact sur le fonctionnement familial? Alors on peut s'aider à ce moment-là du génogramme. Le repérage précoce de ces enjeux permet de les traiter en temps voulu, surtout lorsque des alternatives potentiellement plus souples existent et que des patterns familiaux dysfonctionnels liés à la maladie ne se sont pas encore installés, ce qui risque d'arriver plus tard si rien n'est fait. Pour la plupart des patients et leurs familles, le deuil le plus dur survient au moment de la prise de conscience de la chronicisation, car la perte doit être consentie. La période chronique en elle-même, que l'on appelle parfois le long tunnel, ou la vie au jour le jour avec la maladie chronique, va être très variable selon les maladies. Aux deux extrêmes, la période chronique peut se prolonger sur des décennies sous la forme d'une maladie chronique stable et non mortelle, ou elle peut être très brève quand la phase de crise initiale est quasiment contiguë à la phase terminale. La capacité à maintenir un semblant de vie normale malgré l'incertitude est l'un des objectifs de la phase chronique. La famille peut se sentir accablée par la charge épuisante et sans fin. Paradoxalement, une famille peut développer l'idée coupable que son espoir de reprendre une vie dite normale ne pourra se réaliser qu'après le décès
du malade. C'est la raison pour laquelle il faut, en tant que soignant, aider à maintenir le maximum d'autonomie, autonomie dans le sens oxygène pour vivre, chez les membres de la famille impliqués dans le soin. Enfin, vient le moment de la phase terminale. Lorsque les familles entrent dans cette période, l'une des opérations essentielles consiste à leur faire justement admettre la perspective de la phase terminale et son caractère inéluctable. Les espoirs de traitement et de suivi à long terme doivent être abandonnés. Les cliniciens peuvent s'attendre à des sentiments allant d'un chagrin intense à un soulagement lié à la renonciation d'une lutte souvent prolongée pour surmonter ou contrôler la maladie. Dans la phase terminale, comme dans la crise initiale, les familles doivent généralement accepter la présence plus soutenue des soignants. Voilà, je m'arrête là pour cette brève présentation des aspects psychosociaux de la maladie chronique et de leur impact sur les familles. John Rowland donne de très nombreux exemples dans son livre, auquel je vous renvoie si ça vous intéresse, et si vous lisez l'anglais pour le coup. Alors s'il y a une chose à retenir, c'est que la maladie, avec ses caractéristiques propres, sa typologie et son évolution, vient rencontrer une famille qui, elle aussi, a sa structure propre, mais aussi son organisation, son style comportemental et affectif, son cycle de développement, ses valeurs culturelles et son histoire multigénérationnelle. C'est à la confluence de tous ces éléments que l'on doit englober, donc dans ce champ de la complexité, qu'il nous faut travailler pour accompagner au mieux le malade dans son environnement familial. Alors je vais conclure et je voudrais terminer mon exposé sur le métier de médecin et la position que celui-ci occupe ou devrait occuper vis-à-vis de l'évolution de toute maladie chronique. Car nos médecins d'aujourd'hui, au fond, sont surtout des champions du trouble aigu et de l'urgence. C'est ce qui est mis en exergue dans les séries américaines, où le médecin est une sorte de super-héros, bourré d'adrénaline et d'intelligence déductive, en plus d'être jeune et beau. Et il fait évidemment des diagnostics brillantissimes qui sauvent des vies. Et puis, il y a Michael Balint. Alors, c'est un peu moins sexy. Bon, ça fait 40 ans qu'il est mort. C'est un psychanalyste anglais, élève de Ferenczi, et il a passé l'essentiel de sa carrière à travailler avec des médecins généralistes. Je pense que c'est assez connu, ça. Et à modéliser ce qu'on pourrait nommer un art de la psychothérapie chez le médecin. Psychothérapie qui ne se résumerait pas à un peu de sympathie, de bon sens, de paternalisme, ou de ce que l'on nomme la réassurance. Alors son livre le plus connu est Le médecin, son malade et la maladie, magnifique titre, ainsi que sa suite, Techniques psychothérapeutiques en médecine. Alors, ils sont très anciens ces deux livres, ils datent de 1957 et 1961, mais selon moi, ils devraient toujours être des livres de chevet pour les médecins, mais l'ont-ils jamais été ? Pourquoi, interroge Balint, exige-t-on chez tout médecin des compétences en cardiologie ou en infectiologie et pas en psychothérapie ? Alors qu'une proportion non négligeable de patients viennent consulter leur médecin avant tout pour des problèmes émotionnels. Pourquoi ? Mystère. Le médecin, rappelle Balint, a une grande responsabilité dans la qualité de l'accompagnement qu'il offre à ses malades. On ne lui demande pas tant de guérir ses patients que de leur apprendre à vivre avec leurs troubles. Il faut en revenir au vocabulaire qui n'a pas été choisi par hasard pour désigner cette relation entre un docteur et un patient. L'un des acteurs est nommé le patient, qui vient du latin patiens, celui qui pâtit, celui qui souffre. En face de lui se trouve le docteur, mot latin, dérivé du latin, qui vient de docere, c'est-à-dire enseigner. En fait, le docteur, c'est celui qui enseigne, c'est le professeur. Alors pourquoi a-t-on préféré le mot de docteur à celui de guérisseur ou de soigneur ? Tout simplement, pense Balint, parce que les hommes ont dû sentir que ce ne sont pas tant la guérison et le soin qui sont les attributs les plus importants du médecin, même si cela compte pour beaucoup, évidemment. Les médecins sont appelés docteurs, car ils enseignent quelque chose de très important à leurs patients quand ils les traitent. Comme ils ne peuvent pas toujours
guérir, les patients sont obligés d'apprendre à être malades. Ils doivent vivre avec leur maladie, apprendre à s'y adapter, supporter l'incertitude, la peur et l'appréhension, la gêne, la souffrance et même l'incapacité. C'est ce genre d'enseignement, comment vivre avec une maladie, qu'apporte le médecin. On pourrait dire que le patient fait pousser une maladie et que c'est le médecin qui la forme. Balint va jusqu'à comparer le médecin à un horticulteur. Il élague certains symptômes, permet à d'autres de poursuivre leur croissance, tandis qu'il en contraint d'autres à prendre la direction qu'il leur prescrit. Évidemment, le médecin ne peut pas tout faire, ses pouvoirs sont limités, comme ceux du jardinier, mais il a quand même un pouvoir considérable. Bien sûr, certains médecins feignent d'ignorer cet aspect de leur métier, c'est-à-dire celui d'enseigner à leurs patients. Mais comme l'affirme le célèbre adage systémicien, on ne peut pas ne pas communiquer, les médecins enseignent toujours quelque chose à leurs patients et à leurs proches, même quand ils ne font rien. La responsabilité du médecin reste toujours, quoi qu'il fasse, engagée. Dès lors, comme l'affirme Balint, les médecins sont condamnés à enseigner. Leur seul choix porte sur ce qu'ils enseignent et la manière dont ils le font. Ainsi, et j'en conclus là-dessus, accompagner correctement une maladie chronique sans l'implication enseignante des médecins sera sans doute impossible, mais un médecin seul ne peut rien s'il n'est pas accompagné d'une équipe ou d'un réseau de professionnels impliqués. Si en plus il centre son action non pas sur le seul malade, mais aussi sur ses proches et tous ceux qui sont affectés par la maladie, alors un soin et un accompagnement de grande qualité peuvent se mettre en place. Je pense que cela ne fera aucun doute pour personne. Et je vous remercie pour votre écoute.